Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous pour l'analyse et les commentaires de l'actualité. Euh, Actualité marquée euh, par cette agression, on ne le dira jamais assez, euh, du M23, associé évidemment à l'AFC et soutenu par le Rwanda. Aujourd'hui, ces groupes a progressé, se trouvent à Walikale. C'est pratiquement à la croisée des chemins. Quelle sera la suite? Pendant que Félix Tshisekedi examine, veut aller plus loin avec la voie diplomatique. L'actualité chez nous, c'est aussi le mois de mars, chez nous et ailleurs, dédié à la femme. Nous faisons donc honneur à la dame aujourd'hui en recevant sur ce plateau Madame Kabangu Rosiane. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Voilà, vous êtes avocate d'affaires, vous avez insisté. C'est quoi la nuance? Alors, la nuance, c'est que dans la grande famille de droit, il y a le droit, ce qu'on appelle le droit privé judiciaire, il y a les droits publics et il y a les droits économiques. Alors, moi, j'ai fait partie de la branche du droit économique. Et là-dedans, c'est là qu'on trouve tout ce qui est droit des affaires, le droit des contrats, la fiscalité, le commerce international, le droit d'investissement et j'en passe. Les avocats d'affaires s'intéressent à l'argent et les avocats pénalistes s'intéressent aux gens. Bon, partout il y a l'argent et il y a des gens. Ok, vous êtes aussi directrice exécutive des Laboria. Oui, Laboria. C'est quoi? Alors, Laboria, c'est une plateforme que nous avons mis en place après avoir travaillé pendant pratiquement 7 ans sur la question de l'orientation des jeunes à la formation académique et professionnelle. Nous avons pu contribuer à cette grande problématique qui dérange la jeunesse de notre pays, à savoir le chômage. Et en nous interrogeant sur cette question, nous avons choisi de travailler sur la question de l'autonomisation des jeunes. Ça veut dire comment, à travers une plateforme, nous pouvons contribuer à rendre des jeunes Congolais autonomes. Alors, c'est de là que nous avons mis en place l'initiative qui s'appelle Laboria Group. Laboria Group, d'abord, pourquoi? Parce que labor, ça vient du labor en latin, qui veut dire le travail. Donc, nous encourageons les jeunes à travailler, à ne pas baisser les bras, même si les contextes socio-économiques ne sont pas toujours plausibles, mais les jeunes ne doivent pas se décourager, ils doivent se former, ils doivent s'informer d'abord, ils doivent se former pour pouvoir profiter des opportunités qu'il y a dans le marché. Donc ça, c'est donc le premier pilier que nous abordons dans le cadre de cette plateforme, donc la question de l'emploi. Donc nous travaillons pour aider les jeunes dans leur insertion professionnelle à travers les différents programmes comme Capacity Programme, qui est un programme de renforcement de capacité, et un programme qui est orienté vers les développements professionnels. Tout ce qui est développement professionnel, réorientation des jeunes par rapport aux choix, aux filières et aux secteurs porteurs à notre économie nationale. Donc c'est dans cette matière-là que nous intervenons. Mais aussi le deuxième pilier, c'est l'entrepreneuriat. D'aucuns l'ignorent qu'aujourd'hui, s'il faut seulement attendre que l'État congolais soit cet État-providence qui donne du travail aux jeunes, effectivement, ça serait comme attendre le bientôt de Jésus-Christ, bien que nous espérons encore et qui peut revenir à tout moment. Ceci pour dire simplement que nous encourageons les jeunes à entreprendre aussi. Donc, avoir un emploi, oui, parce qu'il faudrait le dire, tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Donc, on encourage d'une part les jeunes à réussir dans leur cursus professionnel par un emploi, à préparer leur carrière, à se développer dans leur profession. Mais de l'autre côté aussi, on les encourage à l'entrepreneuriat. Mais surtout, l'entrepreneuriat dans des secteurs qui sont porteurs à notre économie. Nous allons en parler, peut-être que vous nous en direz un peu plus sur ces secteurs porteurs en République démocratique du Congo. Et pour terminer, vous êtes ambassadrice des jeunes, justement.
auprès du commissaire. Je pense avoir oublié un détail là-dedans. Je pense que vous l'avez dit, somme toute, je suis ambassadrice de jeunes auprès du COMESA. Les COMESA, c'est un sigle, hein, c'est en anglais, c'est Common Market of Eastern and Southern of Africa, qui veut dire en français marché commun de l'Afrique orientale et australe. Voilà. Alors moi, en tant qu'ambassadrice de jeunes dans cette organisation, mon travail consiste à combler le gap que l'on trouve entre les jeunes au Congo comme en Afrique et les décideurs. Parce que évidemment, souvent lorsque les politiques publiques qui sont censées répondre aux besoins des jeunes ou aux défis que le jeune rencontre au quotidien, lorsque ces politiques publiques sont élaborées, souvent c'est élaboré, les constats qui avaient été faits, là nous sommes en 2015, hein, lorsque ces programmes a été adopté lors de la conférence de chefs d'État en 2015, des chefs d'État du COMESA. Et donc le constat, c'était que souvent, il y avait des politiques publiques, des programmes, des initiatives qui étaient lancées pour les jeunes, mais c'était des programmes auxquels on n'impliquait pas les jeunes en amont. Alors ça, c'est justement... Lancé pour les jeunes, mais sans les jeunes. Ouais. Voilà. Alors grâce à ce programme, donc notre rôle, c'est de veiller à chaque fois qu'il y a une question qui est soulevée, à chaque fois qu'il y a une initiative qui est pensée, qui est sur le point d'être mise en place pour répondre aux besoins de jeunes, nous devons nous assurer que les jeunes sont impliqués. C'est dans ces cadres d'ailleurs que nous avons eu à avoir des échanges avec notamment quelques présidents africains, en l'occurrence du président du Burundi, son Excellence le président Évariste Ndayishimiye, qui nous avait reçus dernièrement lors du dialogue intergénérationnel pour parler justement des questions qui concernent les défis que rencontrent les jeunes pour leur autonomisation. D'accord. Alors, nous allons aller maintenant progressivement parler des jeunes, parler des femmes et parler de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Alors, pensez-vous qu'aujourd'hui, les jeunes Congolais disposent d'un avenir crédible au vu de l'environnement? Est-ce qu'ils disposent d'un avenir? Est-ce qu'il peut espérer mieux que la vie qu'il a aujourd'hui, qui n'est pas terrible? Ouais. Pour répondre à cette question, je voudrais marteler sur un mot. Et les mots s'appellent espoir. Et je voudrais marteler sur une phrase qui dit « l'espoir fait vivre ». Et qui vit d'espoir meurt de faim. C'est la suite. Selon peut-être ceux qui ne croient pas, parce qu'effectivement, il y a des gens qui ne croient en rien. C'est comme ça qu'on parle de athées, on les catégorise même, il y a des pessimismes, il y a des mots en fait pour catégoriser des personnes qui ne croient pas. Cependant, moi je fais partie de ceux qui croient qu'il est possible en fait de bâtir un Congo meilleur. Notre pays, de par son histoire, a connu des moments sombres en fait. Mais si nous en sommes, c'est vrai que nous n'avons pas encore atteint l'apogée de notre pays, mais si nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui, avec quelques avancées, je pense que c'est parce que un jour, ceux qui ont travaillé pour que nous puissions arriver au point où nous sommes aujourd'hui ont dû espérer. Parce que vous imaginez, qu'est-ce qui vous garantit, en quittant ce bureau, demain vous aurez envie de revenir ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que demain vous ayez encore envie de revenir ici? C'est parce que vous espérez. Vous espérez que vous allez travailler, vous allez avoir, que tout va se passer bien, vous allez avoir des émissions, vous allez faire votre travail et que vous allez rencontrer vos équipes, tout va se passer bien. Bref, c'est cet espoir qui fait en sorte que chaque matin, vous venez ici. Et c'est comme un auteur qui dit, justement, je vais en venir. Est-ce que, imaginez un peu un monde dans lequel on ne croit plus en rien. Imaginez juste un monde dans lequel on ne croit plus en rien. Comme ça veut dire déjà... du Congo. Non, moi je ne suis pas pessimiste, je vous l'ai dit. Souffrez quand même que je me pointe d'ores et déjà dans cette posture. Je suis une optimiste, j'aime bien dire hyper optimiste. Parce que, personnellement, dans mon expérience, je suis congolaise. Je suis née au Congo, plus particulièrement à Kinshasa. J'ai grandi au Congo, à Kinshasa. J'ai fréquenté quelques provinces de la République. Je peux vous dire que
les réalités que le jeune Congolais rencontre aujourd'hui, je les rencontrées aussi. J'ai grandi au Congo où on dit que le chômage bat son plein, où on dit qu'il n'y a pas de travaux pour de jeunes et tout, où on dit que si tu n'as pas quelqu'un pour te recommander quelque part, finalement tu n'auras jamais d'opportunité. Je suis au Congo, je suis né au Congo, grandi au Congo, étudié au Congo, j'ai travaillé au Congo. Et quelle est la recette alors de ces contre-exemples que vous êtes? Alors la réussite, c'est comme je le dis, premier point, c'est d'abord... de la recette. De la recette. Peut-être la recette de la réussite. Il n'y a pas de problème. Ouais. Alors déjà pour parler de la recette, comme je disais, le premier point, c'est d'avoir en fait cet optimisme. Parce que dès l'instant où vous croyez que ça ne va jamais vous arriver, ça ne vous arrivera pas en fait. Dès l'instant où vous acceptez que en RDC c'est la fatalité, quand on est jeune, on ne trouvera, le fait d'être jeune, on ne trouvera pas du tout. C'est du domaine du spirituel. Non, c'est pas, en fait, ça transcende même le domaine du spirituel en fait. Ça veut dire que l'homme dans son être doit accepter en fait que telle situation, même si ça paraît être négatif, même si pour les autres c'est fatal, pour moi je pense que je veux trouver un travail dans ce pays. L'entrepreneuriat par exemple, tout à l'heure je venais de dire ça, que j'encadre également les jeunes entrepreneurs et à ce titre, vous rencontrez par exemple des jeunes qui rencontrent des défis. Nous sommes ici. Souvent, quand nous rencontrons les jeunes entrepreneurs, ils vont vous dire non, la fiscalité, on est souvent asphyxié. Les réalités par rapport à l'achat des matériaux pour nous permettre de produire à grande quantité. Il y a beaucoup de défis qu'ils vont partager. Mais les mêmes défis que les entrepreneurs que certains entrepreneurs vont te présenter, tu vas aller dans un autre coin, ça sera quasiment les mêmes défis. Mais vous verrez qu'il y a d'autres qui arrivent à trouver des solutions et qui arrivent quand même à avancer. Pourquoi? Parce que premier élément, c'est qu'ils ont cru au fait que c'était possible d'avoir des opportunités dans la difficulté. Ils ont vu des opportunités dans des difficultés. C'est ce qu'on appelle de l'optimisme. Ils ont refusé... En gros, il faut croire en soi et persévérer et tout ira bien. Croire en soi, oui, mais je voudrais le dire autrement. Ça veut dire croire en soi, oui, mais en fait, avoir cette ferme... J'ai envie de parler de la foi, bien que ce n'est pas dans un contexte religieux, mais je suis quand même très attachée à la christianité. Oui, j'ai senti... Ouais, donc moi, j'aimerais bien parler de la foi, en fait. Donc, il faut vraiment avoir cette foi que même si tout ne marche pas autour de moi, pour moi, ça va marcher. Comme je vous ai dit, j'ai eu à avoir mon premier travail à l'époque quand j'ai fini mes études. Je n'ai pas fait le G l'honneur. J'ai pas fait G l'honneur. Je vais vous expliquer. Oui, moi, j'ai pas fait les demandes d'emploi G l'honneur. Mais j'ai eu mon premier contrat aussitôt fini l'université. Vous savez pourquoi? Parce que à l'époque, j'ai travaillé quand j'étais étudiante. J'ai travaillé comme bénévole. J'ai servi dans des organisations, ce qui m'a permis d'avoir l'expérience et de me faire connaître auprès des organisations, auprès de certains potentiels recruteurs. Aujourd'hui, combien de jeunes sont capables d'aller travailler gratuitement en bénévolat dans des organisations pour avoir l'expérience et pouvoir postuler dans d'autres offres? Aujourd'hui, vous trouverez des jeunes Congolais qui vont préférer négliger certains salaires, je ne vais pas citer les montants, certains salaires en disant que ce sont des salaires médiocres et vont préférer être au chômage sans expérience au lieu de commencer petit et pouvoir grimper progressivement en se formant, en s'informant sur les opportunités qu'il y a. Justement, c'est ça. Donc, croire en soi, avoir la foi que même s'il n'y a pas d'opportunité, pour toi en tant que jeune, tu dois croire qu'il y aura des opportunités. Tu dois avoir l'expérience parce que ces opportunités-là ont des exigences. J'aime bien cet extrait de la chanson du pasteur Atom Mbouma qui dit « Ce que j'ai invitation, il y a mon condi, il faut la telamba ya fête. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si le président de la République t'appelle, il veut te rencontrer, tu ne vas pas aller en culotte, tu ne vas pas aller en babouche. Mais curiosité. Non, mais curiosité. Le président ne va pas en fait exiger ça. C'est une illustration que je donne pour expliquer simplement que dans la vie, il ne faut pas adopter l'attitude d'attentisme. Vous voyez, beaucoup de gens ratent d'opportunités parce qu'on attend que les choses soient parfaites, que tout soit rose, que le gouvernement fasse tout correctement et tout. Souvent, on parle du Congo, mais moi, j'ai eu l'occasion de sillonner plusieurs pays africains en tant qu'ambassadrice de jeunes auprès du COMESA. Le COMESA, c'est 21 pays africains. En fait, quand je suis ici quand je suis au Congo,
des fois quand j'écoute les jeunes se plaindre sur certains trucs, enfin, ils ont l'impression, ils me donnent l'impression que c'est comme si l'herbe était vers ailleurs, en fait, alors que c'est faux. Comme la chair de Messie Séguin. Voilà, alors que c'est faux. Moi, j'ai parcouru certains pays. Franchement, je peux vous dire que notre pays est extrêmement béni. Et si nous, les jeunes, nous avons cet éveil de conscience, nous avons cette foi, en fait, nous croyons qu'il est possible de bâtir son avenir, il est possible de saisir des opportunités, même quand tu n'as pas de moyens, même quand tu n'as pas de personnes pour te recommander, mais que tu travailles, mais que en fait, tu restes pas cloisonné dans ton coin, tu fais connaître. Il y a des gens qui sont talentueux, mais qui sont chez eux. Comment on va les découvrir? Je voudrais, pour votre recette, essayer de récapituler les concepts ou les mots que je vous ai entendus évoquer, ou les concepts évoqués. Vous avez dit, il faut avoir la foi, il faut se donner de l'expérience. C'est doté de l'expérience. C'est doté de l'expérience. Et puis, il va falloir que on soit, je ne sais pas moi, entrepreneur ou quelque chose comme ça. Bon, c'est comme, ouais, donc s'il faut récapituler rapidement, je dirais premièrement, il faut croire en fait que c'est possible. Parce que quand vous croyez, c'est un pas que vous faites pour attirer des choses positives à venir vers vous. Donc, il faut croire que, ok, si je veux décrocher un emploi, je dois croire que c'est possible. Il faut déjà t'imaginer dans cet emploi-là. Si je vais lancer mon entreprise, je dois croire que malgré qu'il y a 99%, malgré qu'il y a 99 personnes qui témoignent que, voilà, ils ont lancé des entreprises au Congo, ça n'a pas marché. Tant que moi, j'ai vu, il y a 1% de jeunes qui ont lancé aussi les entreprises et qui ont marché, moi, je veux m'accrocher à ce 1% de jeunes qui ont réussi. Je veux les côtoyer. D'abord, je veux croire que c'est possible. Deuxièmement, je veux me renforcer en capacité. Ça veut dire, je veux voir. Si mon ambition, c'est de créer une grande société et tout. Je veux voir dans quel secteur je peux investir. Si par exemple, c'est dans l'agriculture, je dois m'approcher des personnes qui sont dans l'agriculture. Aujourd'hui, on a beaucoup des sources d'informations pour avoir des profils des personnes qui ont réussi dans différents domaines. Si vous voulez voir ceux qui ont réussi dans le numérique, il y en a. Si vous voulez voir ceux qui ont réussi dans tout ce qui est BTP, bâtiments, travaux publics et tout ça, il y en a. Si vous voulez voir dans les énergies renouvelables, il y a de références. Mais vous vous adressez beaucoup plus aux jeunes. À vous entendre parler, le profil de votre jeune, il est citadin, il a fait des études. Et voilà. Or, ce n'est pas la majorité, la grande majorité de la population des jeunes ne vit pas dans les centres-villes et n'a pas fini ses études. Ça, c'est déjà une partie. Une autre partie, c'est ceux qui vivent dans les agglomérations urbaines, mais qui sont dans autre chose que l'entrepreneuriat et qui versent dans le côté négatif avec le banditisme urbain qui vous asphyxie. Alors, ce que vous dites, leur parle aussi ou pas? Si, ça leur parle. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait 2025, c'est la 3e année. Donc, depuis 2023, j'ai lancé justement un programme qui s'appelle le Forum Laboria. Alors, le Forum Laboria, pourquoi je l'ai lancé? C'est pour valoriser les jeunes qui sont dans les métiers. Les métiers, toutes tendances confondues. Le dire en lingala, c'est ce qu'on appelle communément les misala maboko. Alors, pourquoi j'ai lancé cette initiative? Justement, parce que lorsque nous parlons des jeunes, certes, il y a ces jeunes intellectuels, ceux-là qui ont pu faire l'université, ceux-là qui ont pu faire de grandes études, ceux-là qui ont pu avoir des opportunités, se lancer dans le monde professionnel, dans l'entrepreneuriat et j'en passe. Mais il y a aussi ces jeunes qui, à qui Dieu a donné un talent. Parce que justement, je vais encore le dire une fois, je suis de ceux qui croient, ok, que Dieu a déposé dans chacun de nous un talent. Même si je voyais une folle en route, un fou en route, moi je serais convaincue que même ce fou, même cette folle-là a un talent que Dieu a déposé en lui en tant que personne. Et c'est juste question en fait de se dire, c'est une illusion en fait. On est parti d'un constat selon lequel les gens préféraient en fait, être comptés parmi des personnes au chômage, tout simplement parce qu'ils n'ont pas étudié.
Ceux qui sont... Justement, d'abord je pose le contexte, ensuite je vais vous dire ce que nous avons fait. D'accord. Nous sommes partis de ces constats-là. Ça veut dire, on est allé dans certains endroits, on a fait des descentes dans certains endroits réguliers, à Kisantu, dans certains villages, dans certaines villes et tout. On s'est rendu compte que quand vous rencontrez par exemple des jeunes filles, vous leur posez la question, Osarani Navi, enfin permettez-moi de dire sans lingala, on leur a posé la question, Osala kanini Navi et tout, Musala nini osalaka. Vous voyez, elle vous dit non, misa les athées, tout ça qui est le côté, tout se débrouille à kakaka, na kokanga suki, na comment ba misa tout ça mike pour na gagner quelque chose, mais vraiment misa les athées. Moi, quand elle me parle comme ça, moi je me dis en fait, elle n'a pas l'information. C'est tout un métier. Aujourd'hui, on a des personnages comme Gisela Van Hoek, qui est une femme congolaise qui a lancé une entreprise dans l'industrie de la beauté. Aujourd'hui, elle s'étape de chiffres, mais vous n'allez pas croire. Elle est dans la coiffure. On a Josepha Moutound, on a autant de femmes. Et les Congolais formés pour être un employé. Voilà, justement, c'est comme ça que je dis, il y a un problème d'information. Ouais. Vous voyez, il y a un problème d'information. C'est que pour moi, le fait de n'avoir pas pu étudier n'est pas un handicap pour ne pas gagner sa vie. J'aime cet auteur qui a dit, l'essentiel, c'est pas ce qu'on a fait de toi. L'essentiel, c'est pas ce que tes parents ont fait de toi. Non. L'essentiel, c'est ce que toi, tu décides de faire de ce qu'on a fait de toi. Si tes parents ne t'ont pas donné l'occasion d'étudier, mais que toi-même aussi tu as accepté de te livrer à la drogue, de te livrer à des pratiques, au banditisme et aux antivaleurs et tout, ça veut dire que c'est toi-même qui l'as décidé. De la même manière, tu aurais pu décider d'apprendre des métiers. Souvent, parmi nos activités au sein de Laboria Group, on a l'habitude de faire des descentes dans des ateliers, dans des centres de formation pour voir ce que les jeunes font en termes de misala, maboko et tout ça, des métiers. Alors là, on se rend compte, par exemple, que vous verrez un jeune là, un jeune qui fabrique par exemple des meubles. Vous voyez, un jeune qui fabrique des meubles, qui prend même des morceaux de bois, il fabrique ce qu'on appelle des décorations, ça s'appelle des décorations murales ou des décorations, il fabrique des choses qu'il peut vendre. Vous voyez, avec ces jeunes-là qui ont déjà ce potentiel-là, si vous les aidez à aller, si nous maintenant dans le cadre du Forum Laboria, qu'est-ce que nous faisons? Là maintenant je vais dire ça concrètement. Nous leur expliquons, nous les sensibilisons premièrement pour leur expliquer que c'est important de faire ce que vous faites parce que vous contribuez à l'économie nationale et vous permettez à vous-même de vous autonomiser. Vous créez de l'emploi et pour vous et pour des personnes qui pourront travailler dans votre entreprise ou dans votre activité économique. Alors, notre premier objectif, on va dire, c'est de sensibiliser à travers le Forum Laboria, susciter cet éveil de la conscience, valoriser les métiers. Deuxièmement, c'est de former, ça veut dire on a des masterclass, on a des sessions en panel où on invite des experts qui expliquent à ces jeunes comment créer une entreprise, comment se formaliser. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple, au moment même où nous sommes en train de parler, COPA, à travers un financement de la Banque mondiale pour les jeunes entrepreneurs congolais, a lancé depuis quelques jours l'appel à candidature pour les petites entreprises. Vous voyez, pour les petites entreprises. Mais si déjà ces jeunes-là n'ont pas l'information, s'ils ne se forment pas pour savoir comment préparer son dossier, parce qu'on n'est pas compétent, on le devient. Oui. S'ils ne se forment pas pour savoir comment on postule, quelles sont les exigences. Si on demande de faire un business plan, c'est quoi un business plan? Comment préparer son business plan? Comment avoir les documents demandés pour postuler à cela? Nous, maintenant, à travers le Forum Laboria, ce que nous faisons avec les jeunes, c'est que nous le formons, nous les aidons à se formaliser, nous les aidons parce que généralement, dernièrement, on a organisé un concours où on a eu
à aider les lauréats. On a eu quelques jeunes qui avaient gagné des prix à l'issue du forum parce qu'il y avait un concours. Ils ont pitché sur leur projet. Il y avait des DG, DG de FOGEC, le DG de RSP. En fait, ils ont fait un résumé de leur projet. Ils ont fait un pitch. Oui, un pitch voilà. En fait, voilà. Un résumé de leur projet devant un public. Le forum Labo, il y a... des potentiels voilà. financements. Ouais, exactement. Alors, le forum Labo, en fait, a été pour eux, en fait, ce cadre d'expression et d'exposition. Ça veut dire, vous parlez de ce que vous faites. Ngai, je vais dire ça un peu en lingala. Je vais mélanger, je vais être bilingue. Ngai naza kombo nanga boye na salaka boye na na domaine boye na kangaka suki na makiaka na salaka boye et tout ça vous voyez. Et ils ont pitché, il y a ceux qui ont eu il y avait même des moments de démonstration. Ils ont eu à démontrer comment ils maquillent, il y avait des vidéos, il y avait des trucs, ils ont montré, ils ont amené des éléments de conviction pour convaincre un jury qui était assigné pour cet effet. Ils ont eu à présenter leur projet et à l'issue du forum, ils ont été sélectionnés. Le pitch, c'était on a enregistré 110 candidatures et on a présélectionné 13 candidatures. Et après le pitch, il y a 6 qui ont été sélectionnés, dont une lauréate et une lauréate meilleur prix de l'année et puis 5 autres lauréates. Et les prix consistaient en quoi? Voilà, le prix a consisté à les aider à se formaliser pour ceux qui ne l'étaient pas. Et ceux qui savoir avoir les documents juridiques, le RCCM, l'identité nationale, le numéro d'impôt et voilà. Donc avoir tout ce qui est éléments juridiques. Pourquoi? Parce que tant que les jeunes qui entreprennent ne se formalisent pas, ils vont continuer à rater beaucoup d'opportunités. Parce que même tous ces programmes-là, COPA Transform ou je sais pas moi, il y a même un programme qui a été lancé dernièrement, le programme Pour Elle avec le financement de l'Agence française de développement et d'autres partenaires et tout, et tant d'autres programmes. Dans tous ces programmes, quand vous lisez les exigences, c'est toujours avoir des documents juridiques. Exister légalement. Il faut exister. Voilà, il faut exister légalement. C'est comme je disais. Et moi, en fait, en tant que juriste spécialisé en droit des affaires, je les accompagne aussi à formaliser leur entreprise et nous leur offrons en fait cette occasion, cette opportunité de formaliser leur entreprise pour être éligibles au programme de financement. Parce que tant qu'ils ne sont pas formalisés, ils ne seront pas éligibles, ils vont continuer à se plaindre. Et pour ceux qui sont déjà formalisés, par exemple, parmi les lauréats, ce que nous faisons, nous leur octroyons ce chèque pour leur permettre en fait d'ajouter certains outils. Et vous avez combien de femmes et combien d'hommes? Pour la première et pour la deuxième édition du forum, c'était uniquement pour les femmes, parce que je suis experte aussi. Oui, c'était exclusivement pour les femmes, pour les jeunes filles, on va dire, parce que je suis aussi une experte en genre, donc je milite, une militante de droits des femmes. Donc depuis 10 ans, je milite pour les droits des femmes, pour l'autonomisation des femmes. Donc nous avons dédié cette deuxième édition aux jeunes filles, et donc voilà. Et être femme en République démocratique du Congo, ça va de pair avec catastrophe, pauvreté, misère. Bon, je le dirais autrement. Parce que vous voyez toutes les images des détresses en République démocratique du Congo sont toujours représentées par les femmes et les enfants. C'est vrai que ce sont les catégories les plus vulnérables, pas qu'au pays, hein, c'est vrai, à travers le monde entier. Lorsqu'il y a une catastrophe, lorsqu'il y a une guerre, ceux qui sont les plus impactés sont les femmes et les enfants. Effectivement, ces deux catégories que vous avez citées sont le plus impactées à raison de leur vulnérabilité, effectivement. Mais il y a aussi une autre réalité qu'il faut signaler. Il s'agit des stéréotypes dans la société. Parce que souvent, ce n'est pas qu'elles veulent être exposées à ces dangers, mais parfois, en fait, la société ne donne pas les mêmes chances, on va le dire comme ça. C'est comme ça qu'on parle comment on appelle ça, on parle de l'égalité en termes de donner les mêmes chances aux hommes et aux femmes. Parce que oui, dans le contexte sécuritaire où on voit ce sont plus des femmes qui sont violées et tout ça, on peut le constater. Mais je veux aller un peu aussi dans le contexte économique. Aujourd'hui, dans le contexte socio-économique, aujourd'hui par exemple, on se rend compte qu'il y a encore des disparités qui persistent.
dans le monde professionnel par exemple. Vous verrez pour un même poste, quand c'est un homme, on lui propose un salaire X. Mais quand c'est une femme, on se dit, de toute façon, elle sera mariée, c'est une femme, voilà, un montant Y, ça peut le faire. Ça, c'est une inégalité. Vous verrez que même dans certaines professions, on aura tendance à tout de suite, en fait, attribuer ces professions ou ces domaines à des hommes en disant que une femme allez à l'ISTA. Non, toutes les femmes des LISTA sont des lesbiennes par exemple. Tu vois, ce sont des stéréotypes qui font que une fille peut être intelligente, peut avoir une grande capacité d'invention, peut pouvoir contribuer au développement économique de notre pays de par sa capacité à concevoir des choses, des outils, des machines ou des produits qui peuvent être utiles au pays. Mais cette fille-là, elle va se résigner parce qu'elle se dit qu'il y a ces stéréotypes. Le combat féministe qui est le vôtre est culturel. Effectivement. Il est culturel et donc plus difficile encore, d'autant plus que ce sont parfois les femmes prises comme les mères qui inculquent à d'autres femmes, leurs filles, que la place de la femme est au foyer. Et là, ça devient un cercle vicieux. D'ailleurs, en parlant de cela, je pense que c'est pour cette raison que nous au sein de Laboria, nous avons adopté l'approche sensibilisation, formation et accompagnement. Sensibilisation, pourquoi? Parce que déjà, nous sommes dans un monde où les stéréotypes véhiculent autour de nous, qu'on le veuille ou non. Dès l'enfance, l'enfant qui grandit, vous verrez, le garçon, on va lui acheter des jouets des maisons, on va lui acheter des jouets de voitures et tout ça. Et la femme, on va lui acheter des jouets des enfants, des poupées, dont elle doit prendre soin. On va lui acheter comment on appelle ça, des ustensiles de cuisine et tout ça. Ce qui n'est pas mauvais. Mais en fait, le revers de la médaille dans ça, c'est qu'en fait, on n'éduque pas l'enfant dès le bas âge qu'elle aussi, elle peut acheter des maisons. Elle aussi, elle peut acheter des voitures. Moi, j'ai vu des jeunes filles honorer leurs parents par leur travail. Parce qu'elles ont eu l'occasion d'étudier, elles ont pu offrir des maisons, des voitures à leurs parents. Mais ces parents-là qui élèvent leurs enfants, en leur montrant que toute leur place, toute leur vie, ça doit être uniquement dans la cuisine. Demain, quand ces enfants vont grandir et que ces enfants ne vont pas pouvoir être autonomes ou les aider dans leur vieillesse et tout ça, qu'ils ne se plaignent pas. Et là, c'est une interpellation pour ces parents qui continuent à éduquer leurs enfants avec ces stéréotypes. Certes, ils ont reçu ça de leurs peut-être parents, grands-parents et tout, mais le monde est en train d'évoluer. Et de la même manière que le monde est en train d'évoluer, il faudrait que les parents aussi puissent inculquer à leurs enfants des petites notions d'autonomie, de petites notions, voilà, on va le dire, d'égalité. Ils doivent comprendre qu'ils ne sont pas égaux, que les femmes ne sont pas égales aux hommes physiquement, mais qu'il s'agit d'une égalité de chance. Si un homme peut aller travailler, une femme aussi peut aller travailler. Si un homme peut aller à l'université étudier, une femme aussi peut le faire. Vous voyez. Et ça, ce sont des stéréotypes que nous devons briser. Si nous, cette génération, nous ne décidons pas de briser ces stéréotypes, nos enfants à qui nous inculquons cela, eux aussi, à leur tour, ils vont inculquer ça à leurs enfants et ça va continuer à se perpétrer. Donc, nous devons stopper avec ces stéréotypes. L'autre aspect de cette lutte, c'est que lorsqu'il faut aller dans l'égalité, parfois, c'est à ce moment-là que les dames vous rappellent que ce sont des dames. Vous ne pouvez pas leur assigner les mêmes charges que les hommes. Donc on se demande à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez? Alors, il faut dire que l'égalité des chances, ça c'est aussi une nuance importante qu'il faut faire. Parce que souvent les gens y confondent. L'égalité des chances, cela ne veut pas dire l'esclavagisme. Cela ne veut pas dire contraindre les gens à faire, contraindre les femmes spécialement à faire ce qu'elles ne veulent pas faire.
L'égalité des chances veut simplement dire que si à l'homme, on peut reconnaître le droit de travailler, à la femme aussi, on doit reconnaître le droit de travailler. Si à l'homme, on peut reconnaître le droit à l'éducation, à la femme aussi, on doit reconnaître le droit à l'éducation. Si à l'homme, on doit reconnaître le droit d'occuper certains postes de responsabilité, atteindre un certain niveau de leadership, à la femme aussi, on doit pouvoir confier ses responsabilités de leadership et lui laisser aussi accéder à des grandes fonctions, à des grands postes, ainsi de suite. Alors, c'est que cela ne veut pas, c'est que l'égalité des chances ou l'égalité ne veut pas dire, c'est que ça ne veut pas dire que on doit imposer maintenant aux femmes de pouvoir toutes faire ce que les hommes font. Non, ça ne veut pas dire, c'est-à-dire que les femmes restent maîtres de leur vie. Ça veut dire, si je suis une femme, je choisis d'être femme au foyer, je ne suis pas moins femme qu'une femme qui a choisi d'aller travailler. C'est ce que ça veut dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si, tout le monde veut faire ce que tout le monde fait. Non, ça veut simplement dire que qu'on n'empêche plus à ceux qui... C'est là, l'égalité entre hommes et femmes veut simplement dire égalité des chances. Ce qui veut dire qu'on ne doit plus empêcher aux femmes de faire ce que les hommes peuvent faire. On ne doit plus empêcher aux femmes d'avoir le même droit que les hommes. Mais cela ne veut pas dire qu'on doit contraindre aux femmes forcément de faire ce que les hommes font. Ça, c'est la nuance qu'il faut faire. Parce que je donne un exemple simple dans la famille. Le chef reste le chef de la famille. Le chef de la famille. Si tu es marié, si tu es une femme, tu es marié, tu as ton époux, tu as ton mari à la maison. À la maison, c'est ton mari, c'est ton chef. Que tu sois chef dans ton entreprise, chef de dans le monde. On a des femmes qui sont présidentes de la République. La présidente de Tanzanie, c'est une femme. La présidente de la République fédérale d'Éthiopie, c'est une femme. Ouais, et ces femmes-là ont des maris. Quand elles sont à la maison, elles sont femmes, elles sont épouses, elles sont femmes épouses. Elles respectent le droit tel que c'est prévu, le place de l'homme dans le foyer, l'homme est le chef. Ça ne veut pas dire que, comme on a dit égalité de chance, ça veut dire que la femme aussi doit devenir chef de l'homme. Ça ne veut pas dire ça. Ça, c'est un principe qui restera tel. Mais dans le monde professionnel, en ce qui concerne l'égalité des droits, en ce qui concerne l'égalité de droit à l'éducation, l'égalité de droit au travail, l'égalité de droit à occuper certaines responsabilités, l'égalité de participer aux élections, de postuler en tant que candidate, l'égalité de droit de pouvoir voter comme toutes les autres femmes. Ça, c'est ce qu'on ne doit pas interdire aux femmes et ça, c'est ce qu'on doit encourager. C'est ce qu'on doit encourager effectivement les femmes de pouvoir accéder librement et exercer librement leurs droits autant que les hommes, au nom de l'égalité. Voilà, les femmes sont aussi, on l'a dit tout à l'heure, les grandes victimes de cette situation d'insécurité dans notre pays. Alors, quel regard vous avez là-dessus et selon vous, comment mettre un terme à toute cette tragédie? Oh, cette question, c'est vraiment une question, j'imagine, c'est une question de tout ce qu'on a dit, j'imagine que ça doit être la question que tout le monde doit en train de s'attendre à une réponse salvatrice, qui va finalement, arrêter la guerre. Bon, moi, je vais vous répondre en fait en vous disant simplement que, croyez-moi, si quelqu'un venait vous dire sur ce plateau, ok, que la solution pour mettre fin à cette guerre, c'est la solution diplomatique, la personne ne vous aura pas dit la vérité. Si la personne vient vous dire la solution pour mettre fin à cette guerre, c'est la solution militaire, cette personne-là ne vous aura dit tout faux. Si une personne vient vous dire non, moi je pense que bon, comme on a vu qu'au front du côté militaire, ça ne donne pas les résultats diplomatiques, on avance mais il n'y a pas le résultat à 100%, alors allons sur le front religieux, là-bas on aura uniquement des bonnes solutions. Croyez-moi, ça sera peut-être une contribution, mais ça ne sera pas une solution finale. Et si vous allez aussi sur le front de la communication, aujourd'hui, avec le numérique, les réseaux sociaux, faire un front pour essayer de contrer des messages de diffamation, l'armée numérique et tout ça, avec toutes les différentes initiations prises par le ministre Patrick Mouyaya
pour, notamment la campagne lancée et tout pour que le peuple congolais se sente voilà, prêt à combattre, Congolais Téléma, prêt à contrer l'ennemi. Je pense que ça va contribuer à mettre fin à cette situation de crise, mais ça ne va pas uniquement on ne pourra pas uniquement par un seul élément ou un seul front pouvoir mettre fin à cette situation de crise. Ceci pour dire simplement que la solution à la crise que connaît notre pays à ce jour, c'est une solution, c'est une solution qui doit être une solution, on va dire... holistique. Holistique, voilà, exactement, c'est ça le mot. C'est une solution qui doit être holistique, tout simplement parce que c'est un problème qui transcende nos frontières. Aujourd'hui, le monde est régi par la mondialisation. Aujourd'hui, notre pays, de par sa position géostratégique, avec 9 pays voisins, avec tout ce que notre pays régorge en termes de richesse et tout, on ne peut pas en fait penser Congo national. Nous sommes Congo continent, nous sommes Congo Afrique, nous sommes Congo monde. Ça veut simplement dire, de la même manière que notre pays est grand, avec des grands enjeux, des grands défis à relever, de cette même manière que pour trouver une solution à ce fléau qui a longtemps dérangé notre pays, on va dire depuis 30 ans, et tout 30 ans ça suffit, évidemment il faut que ce soit des solutions concertées, des solutions qui prennent en compte l'aspect diplomatique, parce qu'on a vu qu'au début il y avait des gens qui n'y croyaient pas, hein. On a vu ça avec, le précédent gouvernement. Il y a des gens qui n'y croyaient pas. Il fallait voir les différents postes de différents ministres qui ont précédé l'actuel ministre. Souvent, les gens avaient tendance à dire « Ah non, mais de toute façon, on sait que même quand vous allez dans vos réunions, là, le processus de Luanda, tout ça là, à Nairobi, ça ne va jamais aboutir. » Les gens n'y croyaient pas. Des commentaires, même sur Twitter, c'était des commentaires totalement pessimistes. Mais aujourd'hui, on a vu que la diplomatie pouvait donner des résultats. On a vu que la diplomatie était un front non négligeable. On a vu que grâce à la diplomatie, le Rwanda a été sanctionné. Le Rwanda a été pointé du doigt. Dans les anciens rapports... Oui, justement, je suis en train d'avancer. Si dans les rapports des anciennes réunions des organisations sous-régionales, des organisations régionales et tout, on ne citait pas le Rwanda parce qu'on parlait plus du M23, on ne parle pas du Rwanda comme étant, voilà. Mais aujourd'hui, quand vous lisez les rapports, il y a d'abord même le rapport des Nations Unies et tout qui a donné des précisions, des chiffres sur, justement, qui a démontré noir sur blanc avec des chiffres qu'il s'agissait bel et bien de l'implication du Rwanda dans cette guerre. Vous conviendrez donc là avec moi que grâce à la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et en tout cas au dynamisme et à la perspicacité de son Excellence Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Ça m'aurait étonné que vous ne la citez pas. Ouais, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner-Taïkwamba. Effectivement, grâce à ces efforts, nous avons pu avoir quelques résultats. Mais pas que ça, parce qu'effectivement, il y a encore beaucoup de terrain, nous avons encore beaucoup de fronts diplomatiques auxquels nous devons nous battre, et je pense que ça va continuer jusqu'à ce que nous ayons la suite. Mais il y a aussi le front religieux qui n'est pas à mettre de côté, parce que voilà, dans l'histoire, nous avons dans l'histoire de ce qu'on appelle église, dans le rapport Église et État, nous avons religieux, j'espère que vous ne parlez pas de la SENCO et des LCC. Bon, moi je parle d'Église et État, voilà. Comme nous l'avons appris dans l'histoire. Je pense que l'Église a un rôle à jouer. Dans toutes les démocraties dans le monde, l'Église a toujours eu une place, en tout cas un rôle à jouer, surtout dans des cas de crise ou de pacification. Je pense que l'Église a aussi sa responsabilité par rapport à cette crise. Mais il y a aussi ce front numérique, tout ce qui concerne la communication et tout ça. Il faudrait aussi qu'il y ait des efforts, il faudrait qu'il y ait des budgets importants qui soient alloués justement pour pouvoir contrer. Parce que le Rwanda l'a compris. Les Rwandais l'ont compris depuis longtemps. Ils ont commencé ils ont créé plusieurs faux comptes sur les réseaux sociaux. Ils ont profité de certaines rencontres à l'international, même au niveau régional. Moi, j'ai participé à des réunions au niveau de la sous-région et tout.
où on a vu des choses incroyables. Oui, des stratégies, vraiment, vous sentez que c'était préparé à l'avance. Et heureusement que nous étions prudentes et que nous avons su les contrer à notre niveau. Mais je pense que pour que ce front numérique ou ce front de la communication puisse donner plus de résultats, je pense qu'il faudrait qu'il y ait de l'engagement de la part et des citoyens congolais, d'abord en tant que citoyens. Pas seulement attendre que, voilà, il faut pas foutre un rap pour défendre Mbokananga. Non. Chacun de nous doit prendre ça comme un engagement personnel. À ton niveau, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu peux sensibiliser ton voisin, si tu peux laisser un message sur ton Facebook, ton Twitter, si tu peux tweeter et tout ça, ça peut toujours contribuer. Mais aussi au gouvernement qui a sa responsabilité de pouvoir apporter des solutions sur ce front, de pouvoir engager des moyens conséquents. Parce que quand c'est la guerre, l'ennemi s'apprête avec les munitions qu'il faut. Donc nous aussi, en tant que peuple congolais, en tant que gouvernement congolais, nous devons avoir de munitions à la hauteur de la guerre qui nous est imposée. Vous voyez. Et évidemment, pour dire simplement que la solution à l'est de notre pays, c'est une solution effectivement qui doit être une solution holistique. Et chacun de nous, en ce qui lui concerne, doit s'engager pour défendre notre pays parce que nous n'avons qu'un seul pays, la RDC. Merci. On va terminer par un mot de votre part à l'intention des femmes d'ici et d'ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez bénéficié de beaucoup de temps d'antenne. Nous avons voulu vous laisser parler. Voilà. Alors, on vous donne cette occasion. Alors, d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe de Antenne A pour l'invitation et l'accueil chaleureux. Et je vous remercie, vous aussi, pour ces moments des discussions. Je reste convaincue que ça a été vraiment des discussions pertinentes. Et j'espère que ça pourra édifier, en tout cas, un jeune qui nous suit en ce moment. Et au gouvernement, je voudrais adresser un message d'abord au président de la République, avant le gouvernement, c'est de dire, je l'ai fait en fait avant la nomination de son Excellence Madame la Première Ministre, Judith Toulouka. Je suis passée dans une émission et j'ai fait un plaidoyer au chef de l'État qui devait nous donner l'occasion à nous les femmes d'avoir pour une première fois une Première Ministre femme. Je l'ai fait comme ça dans une émission et quelques jours après, voilà, j'ai vu que cela est arrivé. Je ne dirais pas que c'est juste à cause de moi. Je sais qu'il y a eu plusieurs voix qui se sont amplifiées, mais ça m'avait fait, en fait, ça m'avait réconforté de savoir que à travers des caméras, à travers les médias, à travers des messages que nous pouvons transmettre, effectivement, il pourrait y avoir des changements. Alors, c'est pour cela que j'aimerais aujourd'hui aussi lancer, encore une fois, un message au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour dire simplement que les jeunes sont ce qu'on appelle le fer de lance pour le développement de notre pays. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours répété, parce que je suis convaincue du rôle crucial que les jeunes sont appelés à jouer. Lorsque nous parlons du Congo, c'est plus de 70% de la population. Donc, lorsque nous parlons création d'emplois, d'entrepreneuriat, si vous mettez les jeunes de côté, ça veut dire que vous n'aurez pas de résultats. Lorsque nous parlons de 6 engagements du chef de l'État, le tout premier engagement du chef de l'État, c'est de créer plus d'opportunités. Bon, le message. Pour voilà, c'est créer plus d'opportunités pour les jeunes, d'opportunités et plus d'emplois pour les jeunes. Et mon message au chef de l'État, c'est de pouvoir impliquer les jeunes dans les initiatives de création d'emplois, dans les initiatives d'autonomisation. Parce que si ces jeunes-là n'ont pas d'emploi, si ces jeunes-là n'ont pas des opportunités, ils vont finir dans la rue, ils vont piller. Même pendant cette situation de crise, ces jeunes-là vont aller faire du désordre et ils vont rater de participer au développement de notre pays. Donc je fais vraiment ce message au président de la République et à tout le gouvernement à pouvoir, chaque ministre en ce qui le concerne, prendre ses responsabilités, mais surtout impliquer les jeunes. Le ministre du numérique doit impliquer les jeunes dans ce processus. Le ministre de la jeunesse doit impliquer les jeunes dans ce processus de paix. Le ministre de l'Agriculture doit impliquer les jeunes dans ce processus de paix. Le ministre tous les ministres du genre doit impliquer les jeunes femmes dans ce processus de paix. Donc ne laissons pas les jeunes à côté, ne réfléchissons pas pour les jeunes sans les jeunes. Impliquer les jeunes à tous les niveaux de responsabilité pour que les jeunes puissent aussi proposer des solutions pour
que notre pays puisse traverser ce moment de crise, mais aussi et surtout pour qu'il y ait le développement socio-économique dans notre pays. Donc voilà le message que je tenais à passer, en tout cas au chef de l'État et au gouvernement souminois. Alors un dernier message à la jeunesse congolaise, c'est 3 mots que j'aime souvent dire dans mes conférences, la Boria, c'est peu importe où vous êtes né, peu importe dans quelle ville, quel village, quel quartier, quels parents vous avez, quel entourage vous avez, n'oubliez jamais, jamais que le point de départ pour pouvoir réussir votre vie, pour pouvoir avancer dans ce que vous voulez obtenir dans votre vie, c'est de croire d'abord que cela est possible. Si vous croyez que demain, vous allez pouvoir atteindre tel poste, demain, c'est possible pour vous d'avoir telle entreprise de vos rêves, il est possible et vous allez l'avoir. Deuxième chose, c'est de pouvoir vous former continuellement. Je n'ai jamais cessé de me former et je continue toujours de me former. Et c'est grâce à des formations que je fais que j'arrive à dénicher des opportunités. Et si moi j'ai pu... Pardon? Et la troisième chose? Voilà, si moi j'ai pu le faire ou avoir ces opportunités, grâce à des formations, vous aussi vous pouvez les avoir. Et la dernière chose, c'est de ne pas rester sous l'ombre. C'est comme on dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. Vous êtes une lampe et donc vos compétences, vos connaissances, votre savoir-faire, vous devez le faire savoir au monde. Vous devez networker, vous devez aller participer à des activités pour parler de vous, parler de votre savoir-faire. Et croyez-moi, il y aura toujours quelqu'un quelque part qui aura besoin de vos compétences et ainsi vous aurez cette opportunité que vous avez toujours cherchée. Je vous remercie. Merci. J'apprécie, vous avez un regard caméra, donc vous êtes habitué. Merci à vous, madame. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis de partout. C'était notre apport au mois de mars. C'est vrai, c'est pas très fréquent de recevoir des invités dames sur ce plateau plutôt masculin. Encore un mot? Pardon? Un dernier mot. Allez-y. Ouais. Alors, juste pour chuter, hein, oui. J'allais inviter en tout cas tous les téléspectateurs à nous rejoindre. Nous avons des plateformes, parce que là j'ai parlé des Laboria, j'ai parlé de ce que nous faisons. Peut-être qu'il y a parmi vous des jeunes qui voudraient bien nous rejoindre dans ce que nous faisons, que ce soit en tant que bénéficiaire ou en tant qu'activiste ou en tant que volontaire ou en tant que partenaire et sponsor. N'hésitez pas de nous contacter, nous sommes disponibles. Nous avons des plateformes à travers lesquelles nous communiquons avec le grand public. Nous sommes sur Facebook, Laboria Group, Instagram, Twitter, TikTok. Nous sommes là, vraiment là où sont les jeunes. Nous sommes dans ces plateformes-là. Écrivez-nous, laissez-nous des messages, contactez-nous. Et si aussi vous voulez accompagner, si vous êtes un sponsor, un partenaire, vous êtes une organisation, vous voulez appuyer, vous voulez financer des jeunes qui sont dans la recherche d'emploi, vous voulez aider un jeune à son insertion professionnelle, n'hésitez pas de nous contacter pour des collaborations, pour des partenariats, car c'est ensemble que les choses se construisent. Donc, merci beaucoup. Merci. Ouais. Merci à vous pour votre patience et au revoir.